Bonsoir à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Pour la deuxième fois dans l'histoire de ce programme, je reçois Thomas Ferrier, ou plus exactement, c'est Thomas Ferrier qui me reçoit. Salut Thomas. Salut, Thé. Aujourd'hui, on a un long programme très chargé, on a beaucoup de choses à raconter. Ouais. On va revenir un petit peu sur l'émission précédente parce que Thomas tenait à répondre à certains commentaires, certaines critiques. On va parler un peu de GameFi, bien sûr, qui est mort il y a peu de temps. Et on parlera de paganisme, c'est le sujet du jour. Absolument. On va faire une Vive l'Europe païenne. Exactement. Alors, de quoi tu voulais nous parler, Thomas? Alors d'abord, effectivement, il y a un an, on avait fait une émission Vive l'Europe. Oui. Tu m'avais fait l'amitié de m'inviter et j'avais quand même réussi à faire 37 000 vues. Alors, je prends des notes, c'est rare, mais j'ai noté 37 000 vues, 75% d'approbation Oui. pour 900 votes, donc c'est quand même pas déshonorant du tout. Oui. Et il y avait quelques remarques, quelques questions. Alors évidemment, il y a des insultes, des débilités, donc ça, on ne va pas y répondre, bien entendu. Mais j'avais noté quelque chose. Alors il y a beaucoup d'athées qui s'étaient émus de ma critique, ou ce qu'ils ont perçu comme critique de l'athéisme, en disant que l'athéisme c'était une position difficile. Mais quand je dis que c'est une position difficile, ça veut dire que c'est une position courageuse. Parce que les positions difficiles sont des positions courageuses. Je dis simplement qu'être athée, ça se défend parfaitement. C'est peut-être tout à fait la vérité historique, j'en sais rien, la vérité de l'univers. Ce qui est sûr, c'est que c'est une position courageuse parce que ça veut dire qu'on part du principe qu'il n'y a pas de destin, qu'on part du principe qu'on a une existence par pure contingence. Oui. On est là, on pourrait ne pas être là. Et que donc ce qu'on peut faire, il faut lui donner du sens. Mais voilà, si on est athée, dans l'absolu, ce qu'on fait ne sert à rien. Il n'y a pas de grand dessein, il n'y a pas de grand destin. Ça, c'est une hypothèse sur le principe de l'athéisme. Beaucoup de gens ne sont pas athées, beaucoup de gens sont agnostiques. Oui. Par du principe qu'ils n'ont pas les moyens de connaître les vérités de l'univers. On ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on dit « je n'ai pas la connaissance ». Agnostique, ça veut dire « n'ayant pas la connaissance ». Oui. Voilà. C'est pas athée, parce qu'ils ne ferment pas des portes, mais c'est l'idée. C'est beaucoup de scientifiques qui sont agnostiques. Il y a peu de scientifiques athées, d'ailleurs. Oui. Il y a plus de gens normaux athées que de scientifiques athées. Parce que les phénomènes mathématiques, par exemple, pourquoi la rotation de l'univers, il y a les lois de l'univers, il y a les lois mathématiques. On peut se dire, il y a peut-être quelque chose, des forces, une force ou des forces qui, mécaniques éventuellement, mais qui sont derrière. La question de l'âme, par exemple, parce qu'effectivement, si on est athée, on part du principe qu'il n'y a pas de Dieu, on part du principe normalement qu'il n'y a pas d'âme. Qu'il n'y a rien qui nous survit une fois qu'on est passé. Oui. On est livré à Justement nous-mêmes. pas dans l'au-delà, mais qu'on est passé dans le trou. Voilà. Terminé, c'est fini, on a existé, on n'existe plus, puis voilà. Donc, c'est une position courageuse, difficile à assumer. On sait à la fin de la vie des athées souvent que le doute, qui est la base du raisonnement scientifique, parce que le scientifique, il doute. Sinon, il ne peut pas travailler. Eh bien, on sait que c'est difficile. Moi, je connais des gens qui sont athées, mais ils le sont souvent par anticléricalisme, par rejet de ce qu'ils ont vécu, et pas forcément par adoption d'un choix philosophique qui amène à cette conclusion. Oui. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était un des sujets. Et je l'ai dit, donc je n'ai pas une position anti-athée, je suis polythée, je ne suis ni monothéiste ni athée, mais je respecte les positions des différentes personnes. Oui. Alors certains ont mal compris ma position sur la question de la colonisation aussi, parce que j'avais Oui. fait une boutade sur... Qu'avais-tu dit déjà? Je me souviens plus. J'avais osé dire, j'avais pas dit la vérité complète, j'ai pas dit exactement ce que j'avais dit à l'âge de 9 ans sur le sort des Éthiopiens de l'époque, en 1986 ou 87, 85 même peut-être, mais bon, globalement j'avais dit que je m'en souciais assez peu. Oui. Bon, pour pas dire pas du tout. C'est son droit. Hein. Il fait ce qu'il veut. D'un point de vue purement d'écologie et de démographie, c'est pas complètement incohérent. Oui. Bon, le fait est que j'ai une position totalement anticolonialiste. Et certaines personnes se sont imaginées que j'avais une arrogance d'occidental blanc européen qui veut la ramener. Au contraire, mes positions de défense de l'identité européenne sont totalement compatibles avec le combat africain, puisque je suis contre le franc CFA, je suis contre la France-Afrique, je suis contre l'immigration africaine en Europe, mais je suis contre aussi la présence européenne en Afrique noire. Je suis contre que Bolloré aille faire du pognon à Abidjan. Et en fait, je suis pour une position très simple, la séparation totale entre l'Europe et l'Afrique. D'accord. On retrouve la position d'avant la colonisation. Et certains panafricains se sont rendus compte que finalement ma position était celle d'un Européen la plus cohérente possible. Ça les arrangeait et ça nous arrangeait. Donc voilà. D'accord. Donc je suis très crois que c'est clair. clairement anticolonialiste. Alors certains se sont demandé pourquoi je refusais de débattre avec Renoir. On n'a jamais parlé de Renoir à l'émission. Ah oui. On parlait de Rissen. Et D'accord, ils ont ouais. imaginé, bon, peut-être Rissen, Renoir, voilà. Mais effectivement, je n'admettrai de débattre ni avec l'un Oui, ni avec c'est l'autre. ma De question que toute j'allais te façon, poser, quoi. parce que je suis pas un adepte du martyrat chrétien. Oui. Je suis pas un adepte de prendre des coups pour rien. Je suis pas un adepte de prendre des coups sur des positions qui sont pas les miennes en plus. Oui. Voilà, il y a des sujets qu'on sait qu'il faut éviter de parler, mais c'est aussi parce qu'il faudrait peut-être pas éviter de penser des conneries. D'accord. Voilà, pour être très clair. Donc non, je ne peux pas débattre avec des gens Quoi qui qu'il en n'ont soit, pas, ni Rissen ni Renoir ne lui ont proposé. voilà, Donc, ni Hillard, ni les autres, c'est-à-dire tous ceux qui partent d'un principe complotiste, qui partent d'une réalité alternative cachée derrière, on nous ment, on nous dit pas la vérité, et puis il y a un grand complot derrière.
j'adhère pas à cette idée-là. Mmh. Voilà. Par contre, j'ai une petite théorie du complot quand même, chacun en a une, Ouais. et je l'expliquerai peut-être tout à l'heure sur la christianisation. J'ai une petite théorie du complot très limitée, Ouais. mais sans impact vraiment contemporain, on va dire. Mmh. Voilà, et une dernière chose, oui, alors l'imitation de Rougeron a quand même fait bien rire, Oui, alors sauf lui. Alors il va nous en refaire une. Ah non, j'arriverai pas parce que j'ai perdu la magie. D'accord. Pourquoi je peux plus? Parce que il m'a bloqué sur Twitter par Oui. vengeance, D'accord. puisqu'il a eu vent que Certainement, je ouais. m'étais moqué de lui. Mais j'y n'y peux rien s'il est arrogant et qu'il les ramène. Mhm. Voilà. Bon, je sais que Jean-Yves Le Gallou a débattu récemment avec lui dans le cadre de la Concorde, de la Cocarde. Oui. Voilà, et ça s'est a priori bien passé. Mais on a plus d'informations sur ce qu'a dit Jean-Yves Le Gallou que sur ce qu'a dit Rougeron. Mais il a fait moins d'europhobie que d'habitude. Je pense qu'il s'est quand même dit face à Le Gallou qu'il ne pouvait pas trop provoquer. Oui, Je pense qu'il est plus provocateur quand il est en compagnie de gens qui pensent comme lui ou qui sont sous son... On va pas dire ça subjugué par lui, parce qu'il faut quand même pas exagérer non plus, mais globalement, qu'avant un pays ami. Oui. Donc voilà. Dernier point, l'affaire Kalergi. Certains m'ont sorti le plan Kalergi. Oui. Alors je vais en parler quand même brièvement. Pourquoi? Parce que même Guillaume, dans son dernier ouvrage, Guerre civile raciale, évoque ça, et pour une fois, je dois lui donner tort. D'accord. Effectivement, Richard Koudanov-Kalergi a écrit dans un bouquin en 1926 qui s'appelait Praktischer Idealismus, qui veut dire donc idéalisme pratique, que l'homme du lointain avenir, et les traducteurs qui nous donnent des choses en français oublient cet élément, que l'homme du lointain avenir ressemblerait grosso modo aux Égyptiens de l'Antiquité qui seraient mélangés des différentes races existantes. C'est pas une théorie complètement absurde. Dans tous les romans de science-fiction qui se passent 1000 ou 2000 ou 3000 ans dans le futur, l'idée que les populations du monde aient pu se métisser et ne doivent dire que plus qu'une, n'est pas complètement absurde. Oui. Mais il part de l'homme de lointain à venir, il fait un descriptif théorique, il ne dit pas qu'il s'en réjouit. Alors évidemment, le problème de Richard Koudanov-Kalergi, c'est que lui-même a des origines contrastées, puisqu'il était en partie tchèque, en partie japonais, et que donc, un homme politique allemand d'origine autrichienne bien connu l'avait qualifié de bâtard du monde entier. Bon. Et en conséquence, donc l'homme politique en question, c'est Adolf Hitler, évidemment, et il avait qualifié donc Richard Koudanov-Kalergi de bâtard du monde entier. Le problème de Koudanov-Kalergi, donc, c'est que lui-même avait proposé à Mussolini de diriger son mouvement pan-Europe, Oui. et il avait accusé Hitler, justement, de diviser la race blanche, qui n'est pas forcément le terme qu'un métisseur maniaque pourrait employer. Au contraire. Donc, en conséquence de quoi, Richard Koudanov-Kalergi n'a évidemment jamais émis le plan Oui. de métissage généralisé de l'Europe. Il n'a jamais écrit cela. Il a dit que l'homme de lointain avenir serait sans doute ça. Oui. Voilà. Il l'a écrit en 1926, c'est une œuvre de jeunesse qu'il a démentie par ses actes toute sa vie. Il a aussi misé sur le général de Gaulle, par exemple. Les souverainistes oublient ça, mais effectivement. Donc, il n'y a pas de plan Kalergi. Par contre, qu'il y ait des phénomènes migratoires depuis la Seconde Guerre mondiale qui, par le fait même de générateurs, amènent des populations extra-européennes en Europe, et que, quand on met en contact des populations, il y ait des brassages, il y ait du métissage qu'il ne faut pas non plus fantasmer, c'est une réalité. Si on ne veut pas de métissage en Europe, il ne faut pas de population à métisser. Oui, en somme, si les élites cosmopolites actuelles suivent un plan, pour toi, ce n'est pas celui de Kalergi en particulier. Je pense qu'il n'y a pas de plan au sens strict. Simplement, il y a une forme de fatalité, de ralliement à une idéologie globaliste simpliste. Je pense que c'est surtout des gens qui ont une vue à court terme, que leur intérêt personnel et l'enrichissement le plus rapide possible est ce qui compte, et qu'il y a des phénomènes de mode. Je pense que les Bolloré, les Lagardère et tous les Pinault et compagnie sont totalement favorables au globalisme, au métissage et compagnie. Par contre, si demain les Européens se réveillent et subitement, commencent à avoir un discours assumé de reflux migratoire, moi je pense que Hugo Boss recommencera à faire des tenues particulières. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, dans cette affaire, le capitalisme, il s'adapte. Il trouve, c'est sûr que d'un point de vue économique, d'avoir un grand marché mondial, c'est très pratique. Si les gens qui ont des différences fondamentales, ethniques, religieuses, civilisationnelles, finissent par tous penser la même chose, tu peux acheter le même produit partout. Tout le monde aura son iPhone, tout le monde aura son Coran miniature en version PDF. Voilà. C'est-à-dire que tu peux standardiser. Et il est vrai que, par exemple, le Coran, comme c'est une religion quand même assez de soumission, si tu arrives à avoir une entreprise qui est bien vue par la dite machin qui dit que finalement acheter Coca-Cola, bon, les pays du Maghreb ou musulmans vont acheter massivement du Coca-Cola. C'est-à-dire concrètement, de toute façon, la religion, c'est aussi un marché comme les autres. Là, aujourd'hui, on a un commercial qui s'appelle Pape François. Donc, c'est un commercial qui se dit, ouais, la maison, les clients habituels européens, bon, ils n'ont pas l'air très fidèles et ils sont trop de liberté. Ça sert à rien, ils sont foutus. De toute façon, ils vont se faire remplacer par d'autres. Donc, c'est plus la peine de défendre la chrétienté en Europe, c'est fini. Moi, je préfère défendre la chrétienté en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde ou en Chine. Moi, je crois que le pape François, et je le dirai dans une prochaine vidéo que j'ai faite, j'ai enregistrée récemment, il estime que l'Europe, c'est fini. Ouais. Donc, si le christianisme de François est mort en Europe, il y a deux façons de lui répondre. Soit, effectivement, un regain de catholicisme ou de christianisme assumé,
mais à ce moment-là, identitaire, donc ça pose comme un problème Oui. stratégique, soit du pur paganisme méchant et dur, et voilà, qui aujourd'hui, les germes de ça ne sont évidemment pas réalisés du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est trahi par tous ces gens-là, mais il n'y a pas de plan. D'accord. Le plan, c'est simplement que les Européens ne font plus d'enfants, que les Européens ont fait 2 guerres civiles qui les ont effondrés, que les Européens sont décadents, et que quand on est décadent, on attrape des maladies. Et la maladie du grand mélange, le grand mélange, c'est simplement qu'on n'est pas capable de faire des enfants européens, qu'on ne veut plus en faire, qu'on se regarde dans la glace et qu'on a honte de ce qu'on est. Oui. C'est logique. Voilà. Il Oui. n'y a pas de plan, c'est juste la fin de l'Empire romain. Voilà. D'accord, c'est une chute civilisationnelle un petit peu comme ça, auto-immune en quelque sorte. Mais on peut peut-être trouver des forces. Au fond de la nuit, il y a la lumière qui brille. Donc il ne faut pas désespérer. Sinon, on ne serait pas là, on ne serait pas en train de se battre. D'accord. Mais c'est là que ça nous amène à notre ami Guillaume. D'accord, ok. Si tu as fini de répondre effectivement aux gens qui t'avaient écrit sur la dernière vidéo, ben toi, tu as quand même bien connu Guillaume et puis vous étiez sur j'ai connu pas mal de Guillaume, positions similaires. Je ne vais pas dire que c'est un ami intime comme des gens comme Yann Bertil, non, mais j'ai mangé de nombreuses fois avec lui. J'ai été 2 fois avec Jean-Marie Le Pen et Guillaume Fay. Oui. C'est des moments intéressants. Une fois au restaurant, une fois chez Jean-Marie Le Pen. Ah oui. Et il voulait rencontrer Guillaume et un ami commun m'avait dit viens avec Guillaume. Et donc on a mangé 2 fois avec Jean-Marie Le Pen. C'était à quelle année ça Alors ça dépend. La dernière année, ça devait être il y a 3-4 ans. Oui. Il avait déménagé temporairement parce qu'il y avait eu son incendie chez lui. Et puis la fois d'avant, c'était il y a 7-8 ans. D'accord. Et donc, c'était des grands moments parce que Jean-Marie Le Pen, c'est comme quelqu'un d'une extrême culture, Oui. De classe surtout. C'est quelqu'un qui a une grande classe. Et même si je n'étais pas d'accord avec lui sur bien des points, c'est une figure. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à l'effort de sa fille, c'est quelqu'un qui en impose. Oui. Sa fille n'impose rien. Lui, voilà, on a du respect pour le bonhomme. D'accord. Il faisait des phrases en latin, en grec. Pourquoi voulait-il rencontrer Guillaume ? Il l'avait connu dans le passé et c'était une figure qui le fascinait, qui lui donnait beaucoup d'importance. Ah oui. Et il aimait beaucoup Guillaume, mais son hommage qu'il a rendu récemment était très en dessous de tout. Parce que. Il a renvoyé, on va dire, il a tourné autour de. Globalement, Guillaume avait participé plus ou moins à un programme bidon. Enfin, Guillaume Fay, ça ne se résume pas à avoir participé avec Jean-Claude Martinez, tout un programme. Jean-Claude Martinez, c'est donc un drôle de penseur de l'époque du FN qui a eu des positions. Il était pour un RMI mondial à un moment donné. Donc, on est dans une position complètement hallucinée, qui sont complètement à côté en tout cas, de notre combat. Oui. Donc, non, et la discussion avec Guillaume était très intéressante. Alors, Guillaume avait quand même cette caractéristique d'essayer d'être d'accord avec Jean-Marie Le Pen. Alors, je savais qu'il en pensait le contraire. Sur des sujets sur la Seconde Guerre mondiale, où on sait que Jean-Marie Le Pen a tendance quand même à aller... Guillaume allait dans son sens, alors que je savais pertinemment par ailleurs qu'il pensait tout à fait le contraire. D'accord. Il m'avait rappelé, par exemple, qu'il avait rencontré il y a des années un certain Henri Fenet, qui était une figure d'un mouvement militaire européen des années 40-45, sans le nommer, et qui avait expliqué à Guillaume que les négations bien connues étaient complètement ridicules, en disant nous on sait, on y était, donc il ne faut pas nous prendre pour des cons. D'accord. Globalement. Et il y avait souci de plaire en face de... Il n'avait pas envie de vexer les gens. C'est pour ça, par exemple, qu'il était très gentil avec Jean Robin, parce que outre le fait que c'était son éditeur, Guillaume n'est pas méchant. C'est pas quelqu'un qui va chercher l'opposition frontale, dure, se bagarrer avec quelqu'un. C'est pas son genre. Évidemment, il pouvait être énervé dans certaines conditions. Mais voilà, donc Jean Robin a appris, par exemple, pour Argent Comptant, ce que Guillaume lui disait, qu'il allait dans son sens. Tout simplement, parce qu'il est bien éduqué. C'est qu'à l'époque, il cherchait un éditeur aussi. Oui, mais je crois que c'est pas quelqu'un qui, naturellement, c'était pas de... Parce que là, ce que tu dis, on pourrait penser, oui, mais il cherchait un éditeur, il mettait les formes. Non, c'est sa nature profonde. Il n'est pas dans la confrontation. Oui. Après, il dit la vérité. Et par contre, plus il a confiance en quelqu'un, plus il va le contredire. Moi, je sais que sur l'Europe, il était plus partagé vers la fin de sa vie, parce qu'il n'y croyait plus. Quand on fait partie de son cercle intime, ensuite, il dit ce qu'il pense et il a plus peur de se fâcher. Puisque oui. Ouais. Mais à partir du moment où il y a une confiance qui est établie, et des convergences aussi, on peut exprimer son désaccord aussi sur certains points. Moi, il m'a dit, je crois que c'était dans son émission, que il m'aimait beaucoup, mais que j'étais globalement un peu utopiste, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, je me souviens de ce passage. Et moi, je dis souvent que je suis utopiste. J'explique la différence. Oui. L'utopie en grec, utopia, ça veut dire non-lieu, donc quelque chose qui n'existe pas. L'utopie, c'est le bon lieu. Oui, moi, je prône le bon lieu, c'est-à-dire l'Europe unie. Parce que c'est pas une utopie, c'est une réalité, mais ce qui demande un courage politique. C'est aussi notre génération. Il y avait vraiment cette idée que souvent, il y avait pas mal de choses à reprocher à pas mal de gens, mais ils ne voulaient pas faire d'histoire. On ne fait pas d'histoire, Non, c'est quelqu'un de bien éduqué, bien élevé. Donc Guillaume, c'est une figure extraordinaire qui malheureusement n'a pas eu l'aura qui aurait dû être la sienne,
qui a été très courageux. Parce que quand il revient en 1999-98, il revient sur une position très courageuse, très dure. Très dure sur la question migratoire. Très dure. Lucide. Et il se fâche avec à peu près déjà une bonne partie de ses amis. Oui. Toute la nouvelle droite, Alain Benoît et les autres, sont très fâchés. Parce que eux qui essaient plutôt de, je sais pas de gauchir leur discours, mais d'être plus dans le consensus médiatique, qui, par exemple, Alain Benoît ne parle plus depuis des années du paganisme, ou très peu. Il ne parle plus des Indo-Européens, il parle de la décroissance, il parle de l'antilibéralisme, il est beaucoup sur des positions sociétales. Les débats de fond qu'il passionnait dans les années 70-80 sont complètement abandonnés. Oui. Et Guillaume lui remet le tapis, au Oui. contraire, sur ça, et puis il le remet durement. Oui. Il remet les Il va pendules droit à au but, l'heure. quoi. Il remet les Colonisation, pendules à etc. l'heure. Ouais. Et ça, c'est pas possible. Donc, Alain Benoît va qualifier, d'ailleurs, je crois, dans Éléments, Guillaume Fay de raciste. Waouh. Il avait déjà plus ou moins, s'était déjà plus ou moins fâché avec Pierre Vial, pour les mêmes raisons. Et à ce moment-là, c'est la grande rupture. Le retour de Guillaume en fanfare va plaire, par exemple, à Bruno Maigret, va plaire beaucoup à ce qui va devenir le mouvement national républicain, qui est déjà en train de se fâcher avec le FN de Le Pen, Oui. à juste titre. Moi, j'en faisais partie de cette aventure à l'époque. Et Fay était avec nous, globalement. Il était sur la ligne Le Gallou, Maigret, etc. C'était nous. C'était nous l'avenir. Maigret l'avenir, à l'époque, c'était ce qu'on y croyait. Et malheureusement, les électeurs n'ont pas compris la crise. Ils n'ont pas vu de différence idéologique, ils ont juste vu des querelles de personnes. Et donc, Maigret n'était pas très charismatique aussi. Mais après, Maigret n'était pas un fureur. Maigret s'est jamais présenté comme une sorte de chef extraordinaire. Au contraire, avec Le Gallou et les autres, c'était une équipe, c'était une synergie. Je comprends, ouais. Yvan Blot, d'ailleurs, à l'époque, avait soutenu Maigret, puis il avait eu peur. Et sa femme, ou à l'époque, je crois, je ne sais plus, enfin, il était revenu en arrière, il était revenu voir Jean-Marie Le Pen, qui avait mis à la 13e place, la place du traître, sur la liste des élections européennes. Bon, voilà. Et c'était difficile, c'était une rupture difficile pour les gens comme Maigret et les autres, qui au début ne voulaient pas partir. Ils ont été poussés à la porte. En fait, il y aurait une épuration qui est en cours, et avant d'être épurés, ils ont pris les devants. Oui. C'est ça, historiquement, ce qui s'est passé. Je l'ai dit à Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, et Le Pen était, sur Maigret et tout ça, il n'était pas méchant. Oui. Il disait oui, j'ai fait des erreurs. Il n'avait pas de ressentiment. Non, il disait j'ai fait des erreurs. J'aurais peut-être pu éviter. Intéressant. Il m'a dit quelque chose de fort, Jean-Marie Le Pen. Il m'a dit, je lui ai demandé s'il était un vrai homme politique. Il m'a dit qu'il n'était pas un vrai homme politique. Et j'étais assez d'accord avec lui. Il aurait pu l'être, mais j'ai compris sa façon d'être. Et non, parce que s'il avait voulu être un homme politique, il y a cru un petit peu dans les années 80, 84, 87, il y a cru. Mais il a su, quand il a fait le coup du détail, il a su que c'était fini. Bah oui, mais. Et le problème, c'est qu'il fallait accepter que ce soit fini. Le dérapage qui. Donner la place à quelqu'un d'autre. L'erreur fatale en informatique. Ouais. Et il fallait très rapidement céder la place. Mais il n'a pas voulu parce qu'il y avait d'autres avantages derrière la gloriole. C'est très grave, ce que tu es en train de dire. C'est qu'il a gâché des chances quand même pour le camp national. Ben oui, mais le problème, c'est que ce qui est dramatique, c'est que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas le pouvoir, ou savait qu'il ne l'aurait pas. Et sa fille le sait aussi. Sauf que sa fille, elle continue de jouer le jeu. Ouais. Et ce que dit Sophie Montel, moi, j'aime pas beaucoup Sophie Montel. J'aime pas beaucoup les gens qui balancent. Surtout quand ils ont profité. Parce que quand tu balances, tu n'as jamais touché, il n'y a pas de problème. Là, elle crache dans la soupe. Elle se réveille un peu 30 ans après, quoi. Ouais. Et je rappelle juste que Sophie Montel, par exemple, parle beaucoup dans son ouvrage, qui est intéressant. C'est de l'actualité. Son livre sur le. Elle dit tout ce qui est dedans est vrai, à mon avis. Tout ce qui est dit est vrai. Oui. Mais elle parle très peu d'idéologie et elle parle très peu de avant Marine. Pourquoi ? Par exemple, quand elle était à Terre et Peuple. Ah oui. Elle parlait de Pierre Vial. C'est difficile après d'expliquer qu'elle est souverainiste maintenant, Philippot, etc. Maintenant, elle attaque Philippot aussi. Mais il y a un passé. Elle était sur une ligne beaucoup plus identitaire en réalité. Et ça le cache. D'accord. Ça n'a jamais joué pour son attitude, parce qu'elle s'est mise dans le rôle des courtisans comme tous les autres. Elle le reconnaît presque à peine, presque implicitement. Et voilà, c'est des choses que, on est hors du sujet du paganisme d'aujourd'hui, mais voilà. Et Guillaume, moi, d'abord, je suis extrêmement affecté par la mort de Guillaume. Je le savais qu'elle allait avoir lieu. Quelques jours auparavant, j'avais déjà des infos précises qu'il fallait s'attendre à ce que ce soit une question de quelques jours. Je pensais qu'il tiendrait jusqu'à vendredi, qu'il aurait au moins son livre dans les mains. C'est vrai. Il n'a pas tenu longtemps en non. soins palliatifs, le pauvre. Non, et Yann Ber Tilnon, donc son ami, me disait encore qu'il avait été extrêmement courageux. Il dit que c'est un héros. Parce que qu'est-ce qu'il dit, Yann Ber ? Il dit qu'il s'est battu, il n'a pas voulu se faire soigner du tout, tant qu'il n'avait pas fini son bouquin. Oui, c'est vrai. Il fallait aller au bout de ça. Et par contre, le relâchement, parce que la volonté permet de tenir un temps, et le relâchement était fatal. Et je pense évidemment que les thérapies qui sont employées maintenant dans ce genre de cas accélèrent en fait le phénomène de mort au lieu d'y remédier.
Mais tu veux dire qu'à un certain point de cancer, la c'est chimio, pas tout utile ça, d'en la passer chimio, par là, tout quoi. ça, parce qu'en fait ils font des tests, ils vendent ça, ils font des tests sur les gens, hein, c'est des tests humains globalement, et après ils vont dire voilà, il y a tel processus médical, on a testé, ça donne tel résultat. Ils vous prennent pour des cobayes à la Disons fin. qu'en cas de cancer généralisé, parce que c'est ce qu'avait Guillaume, se pose la question de l'utilité effectivement de la chimiothérapie. Si c'est pour gagner 3 semaines, mais dans des conditions déplorables, c'est vrai que la question se pose. Oui, alors C'est le plus problème c'est que ne rien faire, c'est pas bon, mais faire. En tout cas, c'était la volonté de Guillaume d'être soigné par la chimiothérapie. Hein. Guillaume ne voulait pas croire à la curithérapie que Oui. Yann Ber voulait lui expliquer. Il n'y a pas cru, mais je pense que il y a un passage dans le livre de Guerre civile raciale, donc où il dit je vais mourir. C'est Oui. dit, il y a un passage, il le dit. Donc il est lucide, il sait. C'est vrai, c'est vrai. Et le fait qu'il l'ait dit, ça prouve qu'il avait compris quand même. J'ai été étonné, tu sais, de lire ce moment parce que paradoxalement, les derniers temps, quand on communiquait avec lui, il n'évoquait pas sa mort. Il parlait même de l'avenir. Il disait je prépare ça, après on va faire tel bouquin. Oui, c'est vrai. Il avait un plan avec moi sur 3-4 livres et moi je disais mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça me permettait de tenir en fait. Oui, c'est le vitalisme, on appelle c'est ça. normal, ouais. Tout le monde est comme ça, non, je pense. tout le monde n'est pas comme ça. Ouais. Justement, non, je pense que c'est une philosophie que Guillaume avait en lui et son côté païen. Ouais. Et alors il y a cette histoire là alors de conversion. Alors je voulais quand même en parler parce Quelle que indignité de. ça m'agace. Alors Ouais. ça m'agace. Alors, il y a plusieurs sources différentes. Il y a plusieurs versions. Il y a une version qui Alors l'idée serait que Guillaume Fay, qui était un païen, fier de l'être, se serait converti au dernier moment au catholicisme. il serait retourné au catholicisme. J'aimerais bien d'ailleurs. savoir quelle est la preuve de ça, sachant que les derniers jours, personne ne le voyait. À sa demande, hein. C'est-à-dire qu'en fait, à part sa fille et moi, malheureusement, je suis pas arrivé à temps pour lui donner l'ouvrage et discuter une dernière fois. Il ne souhaitait voir personne. Donc, j'aimerais savoir quel petit lutin malicieux a pu. Alors, la version, il y a deux versions. La version qui est donnée par des gens d'éléments, enfin, en tout cas, Éléments maintient cette position. Moi, Oui. j'ai discuté avec les gens d'éléments sur Twitter hier encore. Ils maintiennent qu'il aurait reçu l'extrême onction. Mhm. C'est pas une conversion. Ouais. Il a été éduqué catholique puisqu'il a été baptisé. Il est tout à fait possible que Guillaume, dans le cirage, il y ait eu un prêtre de la Saint-Pédis qui soit venu faire deux, trois rites. Oui. Voilà, c'est tout à fait possible qu'il y ait eu une extrême onction. Bon, en tout cas, c'est ce qu'affirme Emmanuel Leroy. Après, je connais un peu Emmanuel Leroy, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un qui a l'air assez crédible. Mhm. C'est pas un affabulateur, donc peut-être qu'il y a une extrême onction, mais extrême onction de quelqu'un qui était dans le cirage, quoi. Globalement, ça a à peu près autant d'impact religieux qu'autre chose. Mais en tout cas, la cérémonie et tout le reste, il a fait aucune demande qui est dans le sens d'une attitude chrétienne. À bien aucun sûr. moment. Il y a même un côté quasiment Égypte ancienne, mettre des livres dans sa. Comment dire dans, Oui, j'ai glissé son livre dans son cercueil avant qu'il soit Voilà, refermé. et puis, ça, tout ça, c'était à sa demande, hein, ainsi que l'aigle qui était posé sur son torse. L'aigle l'événement d'Ayenberg. Voilà. Et alors, il y a toute l'affaire du druide du chevalier Fawet, puisque Yann Bertinon m'a dit clairement qu'il y avait une intronisation druidique Oui. de Guillaume dans les années 80, Mhm. 85 ou 86, et que donc il était de philosophie païenne, druidique. Bon, en tout cas, moi j'étais à l'enterrement, il a été enterré selon le rite païen. Voilà, enfin, il n'y a pas de rite païen aujourd'hui, on pourra en parler quand on va parler du sujet du paganisme, mais disons qu'il y a un rite para-païen, on va dire, Oui. qui fait qu'on respecte sa croyance. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu en tout cas. Donc, Voilà, et qui a impressionné. Je crois que ton ami Hassan Occident a été très impressionné. Oui. Il l'a dit, je pensais pas que c'était ça, et Oui. il était impressionné. Mhm. Et un très beau discours donc de celui qui a organisé, Oui. qui je ne nommerai pas parce qu'il y a une discrétion qui nous est demandée un petit Pas de peu problème, là-dessus. Mais voilà, et je pense que moi j'ai un camarade du Parti des Européens qui est venu. Mhm. Moi j'ai pas pu venir malheureusement. Mais j'ai Après, lu ton texte, c'est pas grave. Voilà. Tu as lu un petit texte que j'ai fait qui en rajoute mon hommage. Moi j'ai la fierté d'avoir été le premier à écrire un hommage à Guillaume Mhm. très peu de temps après l'annonce de son décès. J'étais le premier, donc ça c'était un motif de fierté. Au début, j'avais dit je vais écrire tranquillement, je vais écrire ça le soir, le lendemain. Puis je me dis non, il faut y aller, c'est maintenant. C'est sur le coup de l'émotion et voilà qu'on doit y aller. Le premier jet est souvent le meilleur. Oui. Donc voilà, et Guillaume s'est éteint, donc c'est une grande figure de l'Europe, de l'identité européenne, du discours identitaire européen. Moi, ce qui m'a dérangé, je le dis clairement, parce qu'il y a deux catégories de gens. Il y a trois catégories de gens en théorie. Il y a ceux qui n'ont rien dit. Oui. Et ne rien dire n'est pas toujours une bonne attitude. À l'arrivée, c'est mieux de rien dire que de dire des saletés. Ce qu'on a lu sur Éléments, Voilà, j'aurais c'est- préféré qu'il se taise. Voilà. Marmin aurait pu ne rien écrire. Oui, voilà. exactement. Christian Boucher aurait pu éviter son tweet sur le fait il lui reconnaissait d'avoir été utile et d'avoir fait du bien. Donc il dit il a fait trop de bien pour que je dise du mal, mais trop de mal,
je sais pas en quoi, pour en dire du bien. Tout ça parce qu'effectivement, les positions de Guillaume sur la question juive, pour résumer les choses, ont considérablement déplu au moment de son livre sur la nouvelle question juive, où il s'est fâché avec Vial, il s'est fâché avec beaucoup de gens. Et je suis assez amusé de voir que Vial, par exemple, lui donne raison quelques années après. J'ai constaté que Pierre Vial, sur la question d'Israël, a évolué ces dernières années de manière assez surprenante. C'est vrai, dans l'émission que nous avons faite, il dit mais finalement, ce sont des adversaires, mais c'est un modèle de réussite, le sionisme, Israël. C'est pas... Et Pierre Vial dit ça, et je pense qu'il a... Parce que c'est un historien qui a toujours été intelligent, qui a toujours été dans l'analyse et dans la réflexion, et ça montre qu'il donne raison à Guillaume d'une certaine manière. Alors Pierre Vial a fait un hommage à Guillaume, très digne. On attend l'hommage de Robert Stoeckers, qui devrait faire 25 pages. Je ne plaisante pas, puisque j'ai encore dû poser la question. C'est vrai. Il m'a dit que là, il était chercher des articles de Guillaume des années 70-80. Mais c'est très bien. Je suis en contact régulier avec Robert Stoeckers. Il avait beaucoup d'amitié et de bienveillance pour Guillaume. Ah oui, mais Robert Stoeckers, d'abord, humainement extraordinaire lui-même. Par contre, c'est pas un esprit de synthèse. Il aime bien épancher. Le côté belge, mais toujours avec beaucoup de talent. Mais voilà, ses livres sont assez touffus. Oui, on commence, on s'arrête pas. Quand il fait des conférences remarquables, c'est 2 heures non-stop à base de géopolitique, un catalogue d'auteurs. Enfin, il y a de quoi dire. Voilà. Non, Guillaume, malheureusement, il nous a quittés. Bon, après, il est certainement quelque part à nous regarder. Moi, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas athée, donc je crois qu'effectivement, qu'il est peut-être dans les champs de pommiers d'Avalon ou des Champs-Élysées. Mais je ne pense pas qu'il soit au purgatoire ni en enfer, comme l'a dit Jean Robin, parce que Jean Robin, pour revenir à notre ami Jean Robin, entre guillemets, a dit qu'il s'était converti, ce qui est impossible puisqu'il était baptisé, donc on ne peut pas se convertir. Tout ça pour ensuite expliquer qu'il était donc en enfer. Moi, ma théorie, c'est très simple, c'est qu'en fait, Jean Robin est animé d'un fort ressentiment envers Guillaume, parce qu'il aurait voulu peut-être que Guillaume fasse son livre avec lui plutôt qu'avec moi. Et son idée est de casser l'aura qu'a Guillaume dans le milieu païen. Oui. Donc comment casser, se dire, il est devenu catholique. Moi, je le connaissais bien quand même, Guillaume. Je l'ai connu à la fin de sa vie, mais suffisamment pour savoir qu'il n'y avait pas moins catholique que son livre est très clair, son livre est très dur sur le catholicisme, tout à fait, d'ailleurs. Si vous avez il n'est pas méchant sur la religion, mais sur les faits, et j'ai lu le passage là-dessus, il dit même quasiment qu'il met en doute le fait que tous les hommes de la planète aient la même âme. Oui. Voilà, donc une position qui n'est pas très catholique. Petit frétillement, quand j'ai vu ça, j'ai dit où ? Ouais, voilà. Oui. On a écrit les horreurs en message privé. On a écrit les horreurs en message privé, bien pire que ça encore. Je le crois volontiers. Après, c'est de l'humour. Non, mais c'est dégueulasse de souiller la mémoire d'un homme qui vient de mourir. C'est qu'il t'explique que Guillaume est un extraordinaire, mais qu'il était raciste, antisémite et homophobe, je crois, ou négationniste, je ne sais plus, un truc comme ça, jusqu'à rencontrer Jean Robin. Quand Jean Robin a discuté avec lui, non, pas du tout, il n'était pas du tout raciste, il lui a dit qu'il n'était pas du tout raciste, qu'il rêvait de devenir protestant, qu'il rêvait d'aller s'installer à Tahiti, on y croit beaucoup. Ouais. Et après, il est redevenu raciste à cause de toi, Daniel, puisque il t'a fait rencontrer Guillaume, et là, tu l'as converti au racisme à nouveau. D'après Jean Robin. C'est fou. En fait, la seule période où Guillaume était bien, c'est quand il a connu Jean Robin. Jean Robin l'a guéri. Temporairement, voilà. Donc, en fait, bien sûr, il veut nuire à Guillaume pour plein de raisons, et je pense par jalousie, mais une raison plus simple, c'est qu'il veut simplement qu'on parle de lui. Et la meilleure façon de parler de lui, c'est de dire des choses assez infâmes dans des moments particuliers. Oui, bien sûr. D'ailleurs, en tout cas, tu t'es cru obligé de réagir parce que ça t'avait indigné. C'est rare. Je sais qu'il ne faut pas répondre à Jean Robin, parce que je sais que Jean Robin n'attend que ça. Bien sûr. Enfin, je sais que c'est sa philosophie. Il y a des d'anciennes personnes qui ont travaillé avec lui qui m'ont confirmé. Il y a des méthodes particulières. Moi, j'avais pas d'inimitié contre Jean Robin. Je me suis dit, je vais peut-être réussir, parce que j'ai fait quelques vidéos avec lui. Oui. Alors, il m'attaque aujourd'hui, il a dit qu'il m'avait invité 2 fois. Oui. Et que je ne l'avais jamais invité. D'accord. Alors, je ferai remarquer qu'il se présentait comme journaliste, éditeur et autres. Moi, je ne me prétendais pas à la chose. Je ne faisais pas d'émission, donc je n'étais pas quelqu'un qui interrogeait les autres. Donc moi, évidemment, si j'avais eu l'occasion de faire ce que je fais aujourd'hui, par exemple Radio Courtoisie à l'époque, peut-être que j'aurais invité Jean Robin. Mais la question ne s'est pas faite, et là, il me le reproche comme disant oui, je l'ai invité, il ne m'a pas invité. Non, mais il n'a pas cherché à comprendre. Il a clashé tout le monde. Tu faisais enquêter des débats, tu interroges des gens pour faire ton buzz à toi. Point. Moi, je n'allais pas t'inviter à un truc que je ne faisais pas, de toute façon. Je ne vois pas à quoi j'aurais pu l'inviter. Bien sûr. Donc, le problème, c'est ça. Et j'ai réussi à ne pas me bagarrer avec lui. J'étais un des derniers à ne pas m'être fâché avec lui. Parce que tous les gens qui ont travaillé avec lui se sont fâchés avec lui à un moment ou à un autre. Oui, bah oui. Voilà. Et moi, j'étais assez fier de moi. Mais j'ai fait une erreur. Et je lui ai répondu sur Twitter. Grosse erreur. Et là, il m'a traité de communiste et de pro-islam. Tiens, non. Pro-islam parce que j'ai osé dire que les Albanais étaient des Européens. Oui. Donc là, ethnique, bien sûr. Je suis vendu à l'islam.
tout court, et communiste parce que je sais plus pourquoi, enfin bon voilà. Donc j'étais communiste, et puis il m'a bloqué. Et puis hier, il s'est permis de m'attaquer en me nommant Ferrier, tu es un menteur, tu mens, d'accord, mais alors il m'a bloqué. C'est-à-dire qu'il me répond, tout en étant bloqué, donc je peux pas lire sa réponse. Donc, on n'a même pas l'intérêt d'ailleurs de me répondre pour pas que je puisse le lire. Et il a fallu que j'ai sur des amis qui fassent des copies d'écran pour me le donner. Bon, on marche sur la tête, je veux dire. Ouais. Donc, à un moment donné, ça suffit. Moi, j'ai rien dit contre lui. Je l'ai pas attaqué du tout parce que j'avais compris le personnage et puis je cherche pas à attaquer les gens par principe. Il fallait pas toucher Guillaume, c'est tout. C'est tout. Et surtout Bien à sûr. Guillaume, à un moment donné, de drame. Guillaume qui en plus, là je m'adresse à toi Jean parce que tu vas regarder cette vidéo, parce qu'il n'avait pas la volonté de faire des histoires, Guillaume n'a jamais dit qu'en réalité le vrai problème, pourquoi en fait il a voulu changer d'éditeur, c'est parce que tu ne le payais pas. Tu ne le payais pas, Jean, c'est ça, faut le dire. Tu parlais de méthode particulière. Alors Jean Robin a une méthode très particulière. Vous signez avec Jean Robin, il ne vous paye jamais. C'est très particulier. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que lorsque j'ai rencontré pour la première fois Guillaume Fay, c'était dans le cadre de Vive l'Europe. Alors c'est vrai que c'est Jean Robin qui nous avait mis en contact. Peut-être que Jean Robin ne savait pas à l'époque que j'avais la volonté de devenir éditeur, sinon il ne m'aurait pas fait rencontrer Guillaume. Ah non, il n'y a pas la Mais la concurrence. première chose que m'a dit Guillaume, parce que Guillaume ne me connaissait pas. Donc il ne faut pas croire que. Moi, je t'avais dit il qu'il a eu fallait un coup de inviter foudre. Guillaume. Voilà. Quand je te l'avais fait vivre, Oui, c'est vrai. je te l'avais dit. Mais je n'avais pas son contact. Non, mais tu n'avais pas le contact. Je n'avais pas le contact. Voilà. Et la première chose qu'il m'a dit, je suis en train d'écrire un livre, mais je vais changer d'éditeur parce que le précédent, il ne me paye pas. J'ai écrit depuis 3 ans, il ne m'a pas payé. Alors, moi, je prêche aussi, je suis honnête. Je vais raconter une anecdote sur le livre de Guillaume, Comprendre l'islam. Mhm. Il est sûr qu'il y a de la censure en France, c'est vrai, et des censures insidieuses. Le livre est autorisé, mais tu ne trouves pas à la FNAC. Oui. Or, moi, je voulais que Guillaume puisse être vendu. Or, Jean Robin, il devait faire la démarche. Je suis donc allé à Gibert, Paris. Tous les Gibert Paris, je les ai faits. Je suis allé à la FNAC des Halles, je suis allé à la FNAC de Nancy, je suis allé à d'autres FNAC. Et j'ai poussé à ce qu'ils commandent le livre, pour qu'ils en aient en magasin. Sinon, il n'y en avait pas. À la FNAC des Halles, il y avait 0 Oh, mais volume il est commandé. disponible sur Amazon. J'en ai, oui, mais c'est pas, et tout le monde ne va pas sur Amazon. Pour qu'un livre se vende, il faut quand même, aujourd'hui encore, malgré tout, qu'on le trouve dans les grandes librairies. Oui, Et d'accord. Tatami était bien trouvable dans les. Mais crois-moi, il n'a pas vendu 10 de comprendre l'islam parce que quand même. Ah, il a vendu les 10 exemplaires de Géal, il a vendu les 10 exemplaires qu'il avait à Gibert, il a vendu tous les exemplaires ont été vendus. Mais parce que c'est moi qui ai fait la démarche que Jean Robin aurait dû faire, puisque c'est lui l'éditeur. Bien sûr. Sauf que je crois qu'il est déjà plus ou moins parti à Tahiti. Donc le problème, c'est que moi j'ai vu qu'il y avait de la censure, mais le livre a été marqué comme pouvant être commandé. Ouais. Donc voilà, j'ai fait commander à toutes les FNAC quasiment où j'ai pu. FNAC Saint-Lazare, je suis allé. J'ai fait commander 10 bouquins. FNAC des Halles, j'en ai 10 bouquins. FNAC de. À l'époque, la FNAC Digitale, Ouais. qui a fermé, qui était Boulevard Saint-Michel. Donc j'ai fait le boulot. J'ai fait commander à la librairie Cato, la librairie Notre-Dame. J'ai sensibilisé Facta à la nécessité de commander. Oui. Je lui envoyais pas spécialement. Voilà, je bougeais mes fesses parce que je voulais que Guy. Alors je vais pas Et trop. dire qu'il t'a traité d'islamophile. T'as vu tout ce que tu faisais pour que ce Voilà. livre soit. Non, je vais pas trouver que le livre de Guillaume. Pour moi, c'était pas le meilleur livre de Guillaume. Je l'ai fait dans une prochaine vidéo. J'ai dit dire que c'était son plus mauvais. Ah oui. Et pour moi, c'est son plus mauvais, mais parce qu'il a aussi. Alors, j'ai osé dire, Jean-Robin a nié, mais que c'était pour moi un livre de commande. Ça D'accord. sent trop. Jean-Robin est obsédé par la question de l'islam. Et Guillaume n'est pas un spécialiste de l'islam. D'accord. Il a une bonne culture, il est raisonnable sur l'été. Je parle toujours au présent, j'ai du mal à. Voilà, pour moi, il est toujours là. Et par ses œuvres, et par sa mémoire, par son combat. Et voilà, donc je vais rester au présent. Il est. Comment dire Ceci étant, ça c'est pas choquant en soi qu'un éditeur commande Non, un mais livre ça à un me choque auteur. pas. Ça me choque C'est pas du tout. tellement Mais j'ai ça le trouvé que problème. c'était pas bon parce que quand on commande un livre à un auteur, Oui, oui. Guillaume est un homme spontané, c'est un penseur. Donc il peut faire du technique. Oui. Mais on est moins bon quand on est sur un truc de commande que lorsqu'on est sur et ton Oui, mais livre, on voit que c'est écoute, pas de une commande. Mais oui, de Voilà. toute façon, Le et en fait, style est tout à fait différent d'ailleurs. prenez ce que dit Jean Robin, la réalité, c'est le contraire. Vous avez le cours en sens inverse, c'est le contraire. En réalité, le seul bouquin, l'un des seuls bouquins où Guillaume s'est brimé sur la question raciale, c'est Comprendre l'islam parce qu'il faisait avec Jean Robin. Que Jean Oui. Robin ne veut absolument pas de procès, il n'est pas raciste. Donc, Oui, moi, je travaillais avec lui sur Enquête et Débat. Il m'avait suspendu 2 jours sur le blog de discussion parce qu'il avait prétendu que j'avais tenu un propos qui pourrait être considéré comme. Et ce n'était pas le cas d'ailleurs. En plus, il y avait de l'interprétation fallacieuse. Mais voilà. Non, moi, Jean Robin, comme je dis, je n'ai de haine pour personne et je n'en ai pas pour lui. Je suis presque triste de ça. Je ne comprends pas. Si, je comprends. Voilà, faire du buzz sur la mort de Guillaume. Ben, ça, c'est dégueulasse. On ne fait pas de buzz sur la mort de Guillaume. on Voilà, passe du point. temps là-dessus. Franchement, Obligé, ce n'était pas qu'il y a prévu encore parce un que copain qui Guillaume. m'a encore envoyé un message disant Faye est-il converti au christianisme. C'est un copain qui me dit ça. J'ai 3 copains déjà qui m'ont envoyé des SMS rien qu'aujourd'hui là-dessus. Ouais. Parce que voilà, et Jean Robin, il répond. C'est au sens il répond sans camusien, c'est vraiment la nocence, quoi. C'est-à-dire que Ah oui. il peut nuire depuis Tahiti ou Pétaouchnok et il le fait. C'est vraiment Oui, dégueulasse. Parce que
Parce que personne de normal ne va dire un truc faux sur quelqu'un qui vient de mourir. Il faut bien comprendre qu'on ne te lâche pas pour le plaisir de te lâcher, c'est pas un plaisir, mais Guillaume ne peut pas se défendre tout seul, donc on le défend à sa place. Et ce qu'a fait Jean Robin en étant un des premiers à sortir une vidéo pour dégueuler sur GameFly, parce que ça un hommage, non, moi j'ai mis plusieurs voir. jours à la regarder parce que je savais qu'elle allait me rendre nerveux, et Bon, c'est le cas de le dire. J'avais envie de le taper. Quand il prétend que Guillaume Fay est en enfer, franchement là je l'aurais baffé. Ce que tu mérites, c'est un crachat en plein dans la gueule, Jean Robin. C'est moi, dégueulasse. J'étais énervé, c'est rare que je m'énerve, mais à un moment donné, je dis mais attends, comment tu te permets ça, quoi? Ouais, non, mais c'est il est monstrueux, tout en rigolant. Guillaume Fay était raciste, antisémite, puis il dit ça comme ça. Ouais. Alors que d'autres lui reprochent de ne pas Tout les à tracer. Ouais. Non, mais... Et puis ça le dérangeait pas quand il gagnait du pognon grâce à lui. Hein. De toute façon, mais, tu sais, je parle à mon technicien hors antenne. Il m'a montré une vidéo de Fay que j'avais jamais vue en 2004 où Fay était au colloque d'American Renaissance. Il dit qu'il souhaite la guerre raciale, que les races existent, que les noirs, blablabla. Bon, et tout ça, c'était bien avant de rencontrer Jean Robin. Donc, oui, mais en réalité, Guillaume Fay n'est pas raciste. Parce que bien sûr, il tient ce discours ethno-différentialiste dur, mais il n'a jamais eu de problème, sauf pour discuter avec des panafricains, avec d'autres. Il y a des photos où on voit Guillaume en compagnie de gens de la diversité. Disons racialiste, en tout cas. Il a une position identitaire assumée, qu'aux États-Unis a plutôt... est utilisé plutôt, notamment le mot en R est plus fort aux États-Unis que chez nous. Ouais. Voilà, mais non, Guillaume, voilà, j'essaie de défendre sa mémoire aussi, parce que comme tu l'as dit, il n'est pas pour se défendre, et puis c'est quelqu'un d'humain en plus, d'attachant, de vraiment humain. Et c'est ça qui m'a gavé dans l'attitude de l'autre Strogo, là. Ouais. Voilà. Bah, après, il m'a fait rire, parce que j'ai découvert quand même que Tahiti lui a fait du bien à Jean, quand même. Parce qu'il y a quand même deux éléments extraordinaires. D'abord, Jean Robin est le premier Européen, ou même habitant de la planète, à avoir vu pour la première fois un chevalier d'or en vrai. La nuit, il a vu le chevalier du taureau en armure d'or. D'accord. Le chevalier du zodiaque, pas de problème, il l'a vu et il est devenu un soldat du Christ. Voilà. Donc c'est quand même le premier acteur qui a vu un chevalier d'or, ça c'est fort. Hein, il aurait vu Poséidon, il serait devenu païen, mais bon, voilà. Et alors, autre chose assez comique sur cette affaire, donc effectivement, donc Jean Robin a une vision quasiment divine, et c'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc je plaisante parce que c'est ce qu'il a raconté. Ah oui, il a diminué son nombre de pornos. Il passait de 5 à 3 par jour. C'est quand même... C'est ce qu'il dit. Hein. J'invente rien. Vous pouvez voir la vidéo de sa conversion. Il parle de ça. Bon, il a le droit de regarder les trucs. Mais attends, après, il faudrait lui poser la question du nombre d'actrices qu'il connaît, etc. Mais bon, non, je le taquine c'est peut-être l'occasion aussi de dire que, bon, on en reparlera, mais toute l'histoire de la carrière porno de Fay, vous devez savoir que c'est une immense connerie qu'a inventé Fay pour se mythologiser. Totalement. Ah bah, tu as des images. Personne n'a des images de ça. Alors, absolument personne. Dans un film, un seul film, il ne tourne pas la scène. C'est-à-dire que concrètement, il n'a pas d'acte sexuel du tout à aucun moment. Hein. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est un porno lesbien. Donc il y avait peu de chances de faire quelque chose dedans. Avec des nanas qui auraient été déguisées en uniforme d'une certaine armée ou d'une certaine structure du passé. Bah voilà, en plus. Voilà, mais il joue dans le rôle du mateur. Donc il est dans un fauteuil, il regarde. Vraiment, et ça se limite à ça. Oui. Non, mais je reviens là-dessus, ça peut paraître anecdotique, mais parce que certains s'en servent pour dire que c'était un dégénéré. Oui, mais parce qu'il y a cette fameuse fausse interview de Serge de Beketch. Ah. La fameuse fausse interview de Serge de Beketch. Là, on peut dire que Guillaume Fay paie son côté farceur, faut quand même le dire. Quoi. Mais il n'y a même pas, parce que l'interview n'a jamais eu lieu. Guillaume avait dit à un moment donné, je racontais n'importe quoi, mais en fait, l'interview est bidon, pure. C'est une pure invention de Beketch et compagnie. D'accord. Je crois que c'est Beketch et un autre qui avait écrit ça. Ah oui, ce qu'on voit par écrit, là, le truc incroyable. C'est bidon. Mais pourquoi tu fais ça? Guillaume, on lui fait dire à Guillaume, justement le porno, qui ment à ses lecteurs, qui se foutent de leur gueule, que c'est tous des cons, parce qu'il s'agissait de salir Guillaume. Ah, mais De Beketch était hostile à... Bah, je pense, parce que sinon il l'aurait jamais publié. Incroyable. Oui, j'ai lu ce truc il y a longtemps, mais... Parce que Guillaume, c'est un païen assumé, mais libertaire d'une certaine manière. Il l'a dit dans certains textes du passé qui ne prouvent d'ailleurs rien sur ce qu'il était. Mais oui, Guillaume n'avait pas de tabou. Et son livre Sexe et dévoiement est remarquable d'ailleurs. Oui. Parce qu'il a même donné des cours de sexologie à l'université. J'ai découvert ça. Avant de devenir animateur à Skyrock. Et alors quelqu'un me faisait remarquer qu'à Skyrock, il n'avait jamais voulu attaquer les figures de la droite nationale. Oui. Il a été tenté d'attaquer Jean-Marie Le Pen, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait de canular. Il a attaqué des Chirac, des Giscard, etc. Mais il n'attaquait pas. Il est resté intègre là-dessus. Là-dessus, et oui. Et donc c'est ça Guillaume Fay, tout simplement. D'abord, c'est un homme intègre, c'est un homme courageux, c'est un homme dans l'excès, on ne va pas se mentir, même s'il n'y avait pas besoin dans certains hommages de le dire. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Mais
Et c'était un combattant là-dessus aussi, faut pas se mentir. Moi, j'ai essayé de tester une fois, j'étais écrasé. Voilà, sur ce domaine-là. Non, voilà, Guillaume est parti, mais il est toujours là. Voilà, il est là par ses œuvres, il est là par son esprit, et il est là par sa vision de l'avenir. Même si je suis pas d'accord avec lui, je crois qu'il y a un espoir autre que la fatalité de la convergence des catastrophes, de la colonisation de l'Europe et tout ça, et de l'arcofuturisme. Parce qu'il faut voir que la projection imaginaire de Guillaume, de la fin de l'arcofuturisme, c'est quand même un tiers ou à moitié des Européens qui sont morts. C'est le retour dans les communautés quasiment du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, à la fois des cités extrêmement futuristes. C'est l'archéofuturiste, c'est ça. C'est à la fois des trains qui font du 1000 km/h, et en même temps la communauté de Sparte où on fouette les jeunes gens comme il y a 2500 ans. Oui. Mais le prix à payer que dit Guillaume est terrible. Mais encore, il est optimiste d'une certaine manière. Oui. Parce que le drame d'aujourd'hui, ce que dit Renaud Camus, ce que disent tant d'autres, et ils vont même pas assez loin, c'est la disparition pure et simple des Européens. Par des raisons démographiques, pour des raisons d'immigration, évidemment, et tout ça. Alors Guillaume, il présente ça de manière assez dure parce qu'il veut réveiller les gens. N'oublions jamais une chose, c'est que Guillaume dit les choses, non pas forcément parce qu'il y croit toujours, mais parce qu'il est là pour réveiller les Européens. Oui. C'est ça son but. Alors, je finis sur le Guillaume. Donc, il y a mon ami Bruno qui a déposé auprès de Guillaume aujourd'hui donc une belle carte de la Grande Europe de 2100. Donc là, si tout se passe bien, si on gagne, si on s'unit, etc. Et donc, Guillaume va être accompagné par cette carte qui a été mise avec lui. Oui. Donc, avec un mot de camarade qu'il a. Voilà. Effectivement, Guillaume est mort au mois du dieu de la guerre, mois de mars, à Arès. Et pour un combattant, c'est logique. Oui. Donc, il combat toujours. Et il est avec nous. Les mânes, pour prendre un terme romain de Guillaume, sont avec nous. Donc, nous, on ne l'oubliera pas. Je pense qu'il ne nous oubliera pas non plus. Et certains ne nous oublieront pas non plus, ceux qu'on vient d'un peu de. Voilà. Bon, alors je dédie quand même les derniers mots à Michel Marmin pour lui dire tu aurais mieux fait de pas rien écrire. Oui. Je dis à Tristan Bordrel que le dernier paragraphe de son hommage aurait pu être évité aussi, en toute franchise. Que certains auraient pu parler. Et alors, les figures du bloc identitaire ou ex-bloc identitaire ont été complètement silencieuses. Oui. Seul Romain Espino c'est ce que j'allais te dire, a fait un hommage. Mais les grands anciens, Fabrice Robert, je crois qu'il est vraiment complètement déconnecté des choses, donc je ne lui en veux pas. Beaucoup aussi, certains ont rendu hommage, mais sans mentionner le dernier livre, ce qui est Passeport. Oui, mais à la rigueur, qui a un hommage. Au moins qu'il y ait quelque chose. Oui. Parce qu'il a été décisif. Génération identitaire Grande-Bretagne a fait un hommage à Guillaume. Oui, c'est ça qui est fou. Mais en France, non. Alors pourquoi ? Parce que Marine Le Pen n'a pas fait d'hommage à Guillaume. Et je pense que c'est pour ça que les autres n'en font pas. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Guillaume est une figure qui appelle un chat un chat. C'est pas un... Guillaume Fay, c'est la différence de Marine Le Pen. S'il était allé au salon de l'agriculture, il n'aurait pas passé la moitié de son temps dans le stand des Antilles, comme elle l'a fait, à danser, faire des selfies. Voilà. Donc, Guillaume Fay, c'était pas un adorateur des dom-toms, c'était pas un adorateur de la France-Afrique, c'était pas les thèses de Roger Olindre, clairement, qu'avait Guillaume. Donc... et malheureusement, c'est pas lui qui. Lui, c'était pas un homme politique, Guillaume. Ce que je dis est un peu idiot parce qu'effectivement, Guillaume n'est pas un homme politique, il n'avait pas à l'être. Oui. C'était pas un grand orateur, même s'il était fort. Quand je dis que c'était pas un grand orateur, je suis un peu idiot même. Pas un grand orateur politique, mais quand il faisait des conférences, c'était remarquable. Avec un talent de diction, de tenir en haleine le spectateur, etc. Et puis vraiment, non, mais c'était fort en fait. Il y a de la grandeur. Oui, voilà. Mais bon, voilà. Merci en tout cas pour cet hommage. On va faire une petite pause et puis on revient pour le sujet du soir qui est le paganisme. À tout de suite les amis.